Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'il est temps de démarrer cette conférence grand public. Donc, je suis le docteur Muriel Coupaille, je suis médecin endocrinologue nutritionniste à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris et aussi présidente de l'AFERO. Et c'est pour ça que j'ai l'honneur de modérer cette conférence. Donc, je suis désolée, je suis un peu petite. Vous m'entendez là comme ça ? Oui. Donc, cette conférence a été co-organisée par l'Institut du Thorax et l'AFERO. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est que veut dire l'AFERO, parce que je pense que vous ne connaissez pas ce sigle. Donc l'AFERO, c'est l'Association française d'études et de recherche sur l'obésité, et c'est la société savante de l'obésité en France. Elle regroupe des médecins, des chercheurs et tous les professionnels s'occupant de personnes en situation d'obésité et également des patients experts. Son but, c'est d'améliorer la recherche, le soin, la prise en charge, le traitement, mais aussi l'éducation autour de l'obésité en France. Ce qu'il y a d'assez drôle, en fait, et je pense qu'on n'a pas fait exprès, sauf si Soisy que tu savais, c'est que nous, on fête nos 40 ans. Les 40 ans du congrès de l'AFERO, on les fête demain. Et si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est les 20 ans de l'Institut du Thorax. Donc, ça tombe bien qu'on soit à Nantes pour ce congrès. Et c'est un grand honneur pour moi de présenter donc, les deux orateurs de ce soir. Tout d'abord, le professeur David Jacobi, que vous connaissez certainement tous, qui est professeur de nutrition, médecin spécialiste de la prise en charge des personnes en situation d'obésité et chercheur à l'Institut du Thorax. Et le professeur Karine Clément, qui est médecin, professeur de nutrition à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste de la prise en charge des personnes en situation d'obésité, notamment des obésités génétiques, et chercheur à Sorbonne Université, et experte reconnue internationalement concernant la flore intestinale. Eh bien, je pense que je vais pouvoir passer la parole à David Jacobi. Merci à tous pour votre présence. Bonsoir à tous et à toutes. Je dois d'abord exprimer mon énorme satisfaction de vous voir si nombreux et nombreuses dans cet amphithéâtre de l'Université de Nantes. Je remercie Muriel Coupaille pour son introduction. Je pense que c'est important de parler de l'AFERO, qui agit depuis 40 ans pour la recherche dans le domaine de l'obésité et qui nous aide à améliorer la prise en charge des patients. Alors moi, j'ai marge à l'Institut du Thorax et Muriel Coupaille l'a précisé. On fête cette année les 20 ans de l'Institut du Thorax, 2004-2024. Donc l'Institut du Thorax, c'est un regroupement de praticiens, de cliniciens, de personnes qui sont impliquées dans le soin et aussi de chercheurs, chercheuses dans le domaine des pathologies chroniques. Donc ça représente quand même 200 chercheurs et 1000 personnes au total. Et donc moi je suis très fier de participer au fonctionnement de cet ensemble très dynamique qu'est l'Institut du Thorax. Alors mon microbiote, mon poids, ma santé, juste une précision, moi je ne suis pas spécialiste du microbiote et donc mon propos sera vraiment introductif sur le sujet de l'obésité. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'on est vraiment dans le contexte des pathologies chroniques ou du défi des pathologies chroniques, donc l'obésité, le diabète, beaucoup d'autres pathologies. Et pour vous contextualiser les choses, elles représentent un poids économique et sociétal considérable. Et c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est lié finalement à l'amélioration de nos conditions de vie et au fait qu'on atteint des âges où on peut avoir ces pathologies chroniques et les développer. On parle de 20 milliards d'euros par an de coûts en France économiques représentés par l'obésité entre un coût sociétal, les arrêts de travail, les coûts de santé directs. Donc c'est vraiment considérable. Donc c'est vraiment un défi pour l'avenir, un défi pour les chercheurs, un défi pour les patients et pour leurs familles, un défi pour les décideurs politiques qui doivent prendre des orientations et faire des choix qui engagent la société.
Alors l'obésité en particulier, en France, il y a une épidémiologie assez remarquable. Moi, quand je parle à mes étudiants qui sont nés en 2000, ils sont jeunes maintenant, très jeunes, voilà, je leur dis, ils vivent aujourd'hui dans un monde qui n'est pas celui que j'ai connu quand j'étais à leur place. La prévalence de l'obésité, elle a à peu près doublé entre 1997 et 2020. Donc on a des études qui sont très pratiques, qui sont des études épidémiologiques. Ici, l'étude OBEPI, on enquête des gens, voilà, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes qui sont représentatives de la population française. On leur demande leur poids, leur taille, et on peut suivre l'évolution au cours du temps. Et voilà, ça masque aussi ce doublement de prévalence de l'obésité, le fait que si on regarde plus spécifiquement les formes sévères d'obésité, donc vous savez, on utilise l'index de masse corporelle, le poids en kilos divisé par la taille en mètres carrés. Et si vous êtes au-dessus de 30, vous avez une obésité. Si vous êtes au-dessus de 40 kilos par mètre carré, vous avez une obésité sévère ou massive. Et donc, la prévalence de ces cas les plus sévères d'obésité a été multipliée par 7. Donc, on est vraiment dans un paysage de société et pour le soin complètement différent, avec vraiment des problèmes majeurs de santé publique. Alors, pourquoi s'intéresser autant à l'obésité ? Donc, il y a un poids épidémiologique que je vous ai montré. Et puis l'obésité, elle est à l'origine, via probablement des mécanismes de vieillissement précoce, du développement d'un certain nombre de pathologies chroniques. Donc l'obésité en tant que maladie chronique entraîne d'autres pathologies chroniques. Les pathologies cardiovasculaires notamment, donc l'obésité est source d'une surmortalité cardiovasculaire, mais aussi par cancer, par la maladie rénale chronique ou par le diabète de type 2. Et vous voyez l'évolution, par exemple, en une génération, encore une fois, entre 1990 et 2015. La prévalence de l'obésité augmente et on voit aussi ici, c'est sur une enquête sur 195 pays, la quantité, la mortalité par les maladies chroniques entraînées par l'obésité augmente considérablement. Alors, je voulais reprendre une perspective un peu plus historique sur les représentations de l'obésité et sur ce que c'est que l'obésité actuellement dans le monde dans lequel on vit. Alors les figurines de Vénus du Paléolithique, elles sont intéressantes parce que c'est une représentation de femmes obèses. Et ce sont des figurines qui étaient retrouvées en Europe, en Russie, à l'époque glaciaire, entre moins 14 000, moins 38 000 années avant notre ère. Et il a été montré que finalement, plus elles sont représentées de manière adipeuse, plus elles sont grosses, ces figurines, plus l'ère glaciaire était froide. Plus on était proche des glaciers, plus la pression nutritionnelle sur les populations européennes et caucasiennes était importante. Et donc c'est une représentation plutôt positive de l'obésité comme plutôt le mécanisme associé à la survie. Et voilà, il y a un glissement comme ça, une évolution probablement sur les représentations de l'obésité. Alors on a des qualificatifs qui apparaissent comme ça, 16e siècle, grassé, rondelet, 17e siècle, grassouillet, ventru. Réfléchissez bien avant de qualifier quelqu'un de votre voisin de grassouillet. Et on a une représentation comme ça avec du vocabulaire, mais on n'a pas de chiffres vraiment de quantification. Alors, voilà, c'est des époques, 16e, 17e siècle, où on peut encore avoir des représentations. Ici, les trois grâces de Rubens, 1639, plutôt positives, plutôt une représentation de l'obésité, mais ces femmes, elles sont au minimum en surpoids. Fin 19e, le corps se redessine, on le corsette, on le resserre, donc il y a beaucoup de représentations et une vision très négative de l'obésité qui apparaît comme quelque chose d'assez dégoûtant ou en tout cas au minimum de non désirable. Puis là, voilà, cette image, vous la connaissez, hein, voilà, l'obésité, le contrôle du poids, c'est rentré dans votre salle de bain, votre pèse-personne, peut-être pèse-personne connectée. En tout cas, aujourd'hui, on a une métrique, on a des statistiques, on peut vraiment savoir à la fois l'index de masse corporelle des gens, on peut évaluer l'association avec les pathologies. Donc on a une représentation maintenant complètement différente de l'obésité comme une maladie chronique. Puis dans cette maladie chronique, ce qu'on comprend, c'est qu'il est compliqué, voire difficile de perdre du poids parce que l'obésité se développe à l'occasion de déséquilibres. Il y a un bilan énergétique positif, on grossit, on tente une perte de poids, on reprend du poids, on rentre dans un cycle comme ça, puis on atteint un plateau pondéral un peu plus tard dans sa vie. L'obésité se chronicise. Et finalement, ce qui paraît très simple, manger mieux, manger moins, bouger plus, ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est vraiment une pathologie en elle-même qui s'installe.
Et ce qui s'associe en parallèle au fait qu'on garde cette perception de l'obésité, mais perception fausse, je vous l'ai montré ici, c'est une pathologie complexe, une pathologie chronique. L'obésité serait associée à un manque de volonté. Et donc il y a dans la société une stigmatisation forte des personnes en surpoids ou en situation d'obésité, mais qui n'est pas justifiée si on comprend ce qu'est l'obésité en tant que maladie. Alors les résistances se multiplient, c'est complexe de maigrir. Les succès se multiplient aussi parce qu'en 2024, on comprend beaucoup mieux la physiopathologie, les origines de l'obésité. Alors, un mélange de plusieurs choses, de la génétique, donc notre constitution interne, l'épigénétique, comment nos gènes sont, le fonctionnement de nos gènes est modulé par notre environnement. L'environnement lui-même qui s'est beaucoup modifié. Si la prévalence de l'obésité double en 20 ans, ce n'est pas la génétique qui a changé, c'est l'environnement. Moins d'activité physique, plus de mécanisation de l'environnement, et puis une alimentation qui est probablement pas adaptée au maintien d'un poids normal. Et nos comportements, bien sûr, se modifient et ils modulent aussi le fonctionnement de nos organes. Et on a une idée maintenant plus précise de beaucoup des mécanismes qui se jouent au sein des organes, la régulation de l'appétit au sein du cerveau, le fonctionnement du tissu gras. Et puis, introduction toute faite, bien sûr, le fonctionnement de l'intestin et le microbiote intestinal en particulier. Alors voilà. J'espère que j'ai bien planté le décor de situation, d'état des lieux un peu de l'obésité et des challenges qui nous attendent. Et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à professeur Karine Clément. Donc, c'est un grand plaisir de l'accueillir. Je tiens encore à souligner que vraiment dans le paysage français, c'est une personne avec une reconnaissance internationale. Et donc, c'est un grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Merci. Merci. Alors bonsoir, merci beaucoup pour ces introductions. C'est vraiment un plaisir d'être ici. En plus, il fait moins froid qu'à Paris, donc c'est chouette. Alors, je vais vous parler effectivement du microbiote intestinal. J'avais mis un sous-titre, les pouvoirs du microbiote. Alors, David Jacobi a introduit le contexte. En fait, on porte un fardeau, là, un peu tous, en tant que population, sur nos épaules, et donc qui est ces risques de maladies chroniques. Et en fait, j'ai repris cette image assez connue, où on voit le nombre de décès en fait, dans le monde industrialisé. Puis finalement, vous pouvez regarder la liste. On retrouve la pression artérielle, le tabac, le diabète, c'est des choses qu'on connaît. Et bien sûr, l'obésité est en 4e position. Ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on voit juste après. C'est vraiment les changements de nos modes de vie. Alors, on est dry January. Alors, bon, voilà, on voit l'alcool en 5e position. Les changements de l'alimentation, je vais y revenir. Et nos modifications, en particulier de l'activité physique. Et il y a bien d'autres facteurs. Alors évidemment, dans ce contexte, et c'est ça qu'on va voir là ce soir, c'est que le microbiote, quelque part, a été vu comme une sorte de super intégrateur en fait, de nos changements environnementaux. Et on le voit bien ici. Je reparlerai un tout petit peu de l'infection ou un petit peu de la réponse immunitaire, mais brièvement. Mais on retrouve ces différents facteurs environnementaux. On est soumis à des toxiques, on prend des médicaments, il y a les changements de l'urbanisation, etc. Et puis, David l'a bien mentionné, lorsque l'obésité se développe, il y a des changements dans la biologie et puis la structure aussi des organes. Et donc, le microbiote, on peut se dire, oui, intégrateur de ces changements environnementaux, mais peut-être aussi un acteur. Et c'est ça qu'on va voir, et un acteur de cette chronicisation, justement, de l'obésité dont on a parlé. Alors, des fois, si vous vous sentez un peu seul, le soir, où votre famille est partie après les fêtes, vous n'êtes pas seul. C'est la bonne nouvelle de ce soir. Vous n'êtes pas seul, puisque en fait, nous sommes porteurs sur l'organisme, sur la peau, dans la bouche, même à des endroits où on ne pensait pas qu'il puisse y avoir des bactéries, même dans les poumons, par exemple. On est à l'Institut du thorax ici. En fait, nous vivons avec des bactéries, et puis il y en a beaucoup. Au moins 100 000 milliards de bactéries.
Et on va le voir pas que des bactéries, d'ailleurs, des centaines d'espèces différentes, une communauté résidente qui est dite commensale et qui est acquise dès la naissance. Alors, ces bactéries, elles ont un grand terrain de jeu. Donc, si on vous prend votre intestin, qu'on le déplie, ça a au moins 2 terrains de tennis. Donc, vous voyez qu'il y a quand même de la surface pour s'amuser. Et puis, en fonction des zones de l'intestin, il va y avoir, bien sûr, des concentrations différentes des bactéries. Il y en a un peu moins dans la partie haute de l'intestin. Bon, on imagine bien, l'estomac, c'est plutôt acide, donc il y en a un peu moins. Et plus grande concentration dans la partie basse de l'intestin. Et puis, j'ai dit des bactéries, mais pas que. Il va y avoir d'autres types de germes. Par exemple, des champignons, des virus, très important, les virus, le domaine des virus, ça se développe beaucoup, ou encore des archées, des protistes également. Donc, vaste terrain de jeu, et on est vraiment en fonctionnement symbiotique avec ces bactéries. Et en fait, il y a même des collègues qui disent qu'on pourrait être presque les marionnettes en fait, de ces bactéries. Alors, c'est important parce que elles nous apportent des fonctions essentielles. Alors des fonctions dans le mouvement de l'intestin, dans la digestion, dans la maturation de l'intestin et en particulier assez rapidement, dès la naissance, la maturation immunitaire. Et puis peut-être des fonctions qu'on connaît moins bien, par exemple la fabrication des vitamines, comme les vitamines B par exemple. Et puis la transformation, là aussi j'y reviendrai, de certains toxiques. Et bien sûr, alors là, on peut pas, quand on parle de microbiote, on ne peut pas s'empêcher de parler de cette relation entre l'intestin et le cerveau. Et on voit de plus en plus, effectivement, la contribution de notre microbiote intestinal, par exemple, dans les comportements. Alors, ces fonctions, elles sont acquises grâce justement à l'installation du microbiote dans notre intestin, et ce, très rapidement, en particulier dès l'accouchement. Et on voit bien que, effectivement, toutes ces différentes périodes de la vie vont être importantes. Il va y avoir l'installation de ces bactéries, et puis ces différentes périodes de la vie peuvent moduler également le microbiote. Un exemple typique, l'accouchement par voie de césarienne ou bien par voie basse, en fait, effectivement, l'équipement, l'installation des bactéries au départ va pas forcément se faire de la même façon. Alors, ce qui amène à dire qu'effectivement, les 1000 premiers jours de vie, par exemple, c'est important dans ce que nous allons devenir. Et donc, il y a des personnes qui sont spécialisées dans cette période-là, ces 1000 premiers jours de vie, pour essayer de comprendre notamment l'installation des bactéries. Et puis, cet organe, parce que c'est vu un peu comme un organe complexe, mais un organe quand même, il peut être aussi agressé par, bien sûr, le type d'alimentation, les additifs alimentaires, par exemple. J'ai parlé des médicaments ou encore les antibiotiques. Alors, je voudrais revenir sur une chose importante qu'il est important de rappeler, c'est les enjeux de diversité. Effectivement, la diversité des bactéries, c'est quelque chose d'assez clé, et notamment dans les liens avec la santé. Et ici, on parle de la santé métabolique. Alors j'aime bien cette figure ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Greg Segall. Greg Segall, c'est un photographe qui a photographié pendant 1 an en fait, des enfants dans le monde. Et, et donc à partir de là, il a mentionné tout ce que ces enfants pouvaient consommer. Et ça donne des photos, vous pouvez regarder sur le site, c'est des photos absolument magnifiques. Et on comprend que quand on regarde ça, que forcément, il y a des enjeux de type d'alimentation, il y a des enjeux de culture, il y a des enjeux de la façon globalement dont on mange. Et puis, en fait, avec ces données-là, des chercheurs, alors il y a des données très célèbres en fait, qui fait qu'on peut comparer le microbiote intestinal des personnes dans ces différents environnements. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est une photo de figure assez célèbre dans laquelle les chercheurs ont comparé ici des personnes qui vivent, par exemple, en Afrique ou bien en des Amérindiens. Et en fait, vous voyez les points verts. Et puis, les points bleus, ici, ce sont des personnes vivant aux États-Unis. Et en fait, ce qu'on voit dans les points bleus, c'est que très vite, quand on calcule, quand on compte le nombre de bactéries, il semble qu'il y ait une perte de bactéries assez rapide, en fait, dans les pays industrialisés. Donc ça commence à amener une notion qui est ces enjeux de perte de diversité. Alors pourquoi on a pu faire tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, on peut accéder à ce monde merveilleux des bactéries, en particulier par le séquençage. Donc d'ailleurs, c'est prévu, après cette conférence, il va y avoir un prélèvement de sel chez... Non. Donc, importance de la transition industrielle.
ce qu'on peut reprendre, c'est que effectivement, on peut imaginer en fait les changements de mode de vie. Puis on a entendu parler juste avant de l'histoire. Donc en fait, on est passé de chasseurs-cueilleurs, puis on s'est installé, on est devenu des fermiers, des pêcheurs, mais vivant encore selon un monde traditionnel. Et puis des sacrés citadins et des sacrés consommateurs. Et cela a probablement joué un rôle, je vais y revenir également, sur ces changements de diversité bactérienne. Alors en fait, quand on regarde maintenant les données, en fait, dans la littérature, ça a été un domaine extrêmement prolifique parce qu'en l'espace de... Alors on a parlé des 20 ans ou des 40 ans de la Féro, en fait, en l'espace de 20 ans, il y a eu une explosion d'informations dans le domaine du microbiote intestinal et des relations avec les pathologies. Et les chercheurs travaillent en fait dans ces différents domaines. Et moi j'aime bien cette plaque ici parce que ce qu'on voit en rose ici, c'est notre exposition, notre environnement. Et puis, les facteurs ici en bleu sont d'autres expositions, mais qui sont plus liées effectivement à notre mode de vie pour certains, les individus, bien que, vous voyez ici en bleu, il y a quand même la pollution, bon, pour certains aspects, on est quand même soumis à cette pollution. Et donc, les chercheurs ont essayé de comprendre les éléments de notre exposition qui pouvaient expliquer en fait ces changements du microbiote. Et on s'aperçoit en fait ce que vous voyez là, je schématise, mais en gros tous ces facteurs quasiment peuvent avoir un impact sur les bactéries. Et donc je vous cite juste un exemple. Il y a quelques années déjà, et en fait c'est toujours en cours, on a pu, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet Metacardis, on a collecté environ des données chez plus de 2000 personnes qui étaient des personnes en situation d'obésité ou de diabète ou ayant des maladies cardiovasculaires. Et par exemple, on s'est aperçu que les médicaments jouaient un rôle important dans la diversité, la richesse, la composition, les fonctions du microbiote intestinal. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, certes, les médicaments peuvent influencer ce microbiote, mais peut-être aussi que l'effet de certains médicaments pourrait passer par notre microbiote et la façon dont on est équipé justement avec ce microbiote, en particulier le microbiote intestinal. Puis de la même façon, quand on voit les facteurs de risque, là, tous ces facteurs ici sont extrêmement nombreux, on peut essayer de les combiner. Et puis, par exemple, nous, au laboratoire, on travaille sur des index de combinés où on va regarder la diversité de l'alimentation, la qualité de l'alimentation, le tabac, l'activité physique. Et on va voir que ces facteurs-là combinés, de la même façon, vont jouer un rôle sur la diversité de notre microbiote, sa richesse, sa composition et ses fonctions. Alors évidemment, là on se dit, mais au fond, l'obésité, quelque part, c'est une espèce de symptôme aussi de nos changements sociétaux et de nos changements environnementaux. Alors comment c'est positionné et quelles ont été justement les données sur le microbiote? Alors là, forcément, on est obligé de revenir à l'histoire, encore une fois. Et il y a un modèle qui nous sert beaucoup dans le domaine, et pas seulement dans l'obésité, en général dans le domaine du microbiote, qui sont en fait ces souris qui sont dites sans germes, sans microbiote. Et en fait, une petite souris qui vit comme ça dans ces incubateurs, sans bactéries, sans germes, c'est bien difficile de les faire grossir. C'est-à-dire qu'elles vont manger pas mal, elles sont plutôt actives et effectivement, on a du mal à les faire grossir. Et en fait, quand on leur donne du microbiote, ça va favoriser en fait la prise de masse grasse. Alors, vous imaginez, dans le domaine, les personnes qui s'intéressent à la problématique de l'obésité, quelque part, c'était une petite révolution de se dire, quand on transfère du microbiote à des souris sans microbiote, en fait, on voit ici la prise de poids. Et mieux que ça, en fait, on peut utiliser aussi ces animaux, pareil, transférer les selles en fait, chez ces animaux et les regarder grossir, mais pas seulement grossir, voir apparaître la résistance à l'insuline, par exemple, ou le foie gras, ou des changements dans la perméabilité intestinale. Alors, ce qui est important aussi dans ces données, c'est aussi les modes alimentaires, c'est la façon dont on nourrit les animaux. Et ça donne bien cette notion que le transfert du microbiote a ici reproduit la prise de poids et les altérations métaboliques, mais le rôle de l'alimentation chez les animaux, la façon dont ils vont grossir ou pas, par exemple, était également importante. Alors, je vous ai dit, chez l'homme, là aussi, c'était une petite révolution, c'est une sorte de bouleversement parce que en fait, on peut étudier le microbiote et en particulier par le séquençage. Alors, on a parlé beaucoup dans les années 90, séquençage du génome humain. Il y a eu des progrès fantastiques dans le séquençage du génome humain.
Eh ben, depuis 20 ans, ces progrès se sont transférés vers le séquençage du génome des bactéries. D'ailleurs, enfin, le séquençage d'une bactérie, ça remonte quand même à quelques années. Mais ici, on peut le faire à grande échelle. Et donc, on peut compter, par exemple, les gènes des bactéries. Et en faisant ça, on s'est aperçu que lorsqu'on regardait, qu'on comptait ces gènes, c'est une façon de regarder la richesse et la diversité bactérienne. Et on s'est aperçu que chez des personnes en situation d'obésité, il y avait une perte, justement, de cette richesse en gènes bactériens. Et donc, non seulement une perte de richesse, mais aussi des changements dans la composition de certaines bactéries qui vont, par exemple, être plus pro-inflammatoires. Et ça, pour un chercheur, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, allons comparer en fait des personnes qui sont en situation d'obésité mais qui ont un microbiote riche à des personnes qui ont un microbiote pauvre. Et voyons les différences. Et on a vu qu'en faisant ça, que effectivement, les personnes avec un microbiote appauvri pouvaient aussi avoir ces facteurs de risque avec des troubles des lipides, l'augmentation aussi de la masse grasse, une résistance à l'insuline et une inflammation à la fois dans le sang et dans le tissu adipeux. Et puis, on va un petit peu plus loin, on va regarder des compositions bactériennes particulières. Alors ici, par exemple, ici, c'est une composition, vous voyez, il y a du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Et vous voyez qu'avec l'index de masse corporelle ici, la prévalence, le nombre de personnes, le pourcentage de cette composition particulière, en fait, bactéries d'SB2, va être plus prévalente chez des gens qui vont aggraver leur obésité. Et ça, on a vu que, par exemple, cette composition particulière était également associée à l'inflammation. Alors, changement de diversité, de richesse, modification de la composition. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des bactéries qui sont perdues. Donc, c'est à la recherche des bactéries perdues. Et il y a des bactéries vedettes, et en particulier cette bactérie qui s'appelle Akkermansia muciniphylla, qui a été identifiée il y a quelques années maintenant, et aussi étudiée dans le détail par un collègue en Belgique qui s'appelle Patrice Cany. Et en fait, il a pu montrer que cette bactérie, lorsqu'on l'a donnée à des animaux qu'on avait fait grossir, en fait, elles allaient améliorer leur masse grasse, également leur diabète, et puis elles allaient améliorer leur paroi intestinale. Alors forcément, là, ça devient des bactéries candidates. On se met à rêver en disant, mais au fond, si en donnant ces bactéries à des personnes, on peut les isoler, on peut les cultiver, est-ce que ça peut devenir un traitement? Alors ça peut devenir un traitement dans les modèles animaux, elles s'améliorent les souris, mais la question se pose chez l'homme, et il y a des tests en fait qui sont faits chez l'homme. Vous voyez, donc l'hypothèse ici, c'est de rajouter cette bactérie va améliorer le foie gras, l'inflammation, la résistance à l'insuline et le diabète. Mais tout ça, c'est complexe parce que, rappelez-vous, 100 000 milliards de bactéries, donc c'est vraiment un écosystème globalement à considérer. Et puis, comme dirait l'autre, il y a des bad guys et des good guys. Donc ici, c'est juste un exemple, mais en fait, on avait, avec Patrice Cany, comparé des personnes qui avaient à la fois beaucoup d'Akkermansia muciniphylla et un microbiote riche ou pauvre. Et on s'apercevait que c'était la combinaison d'une prévalence, une augmentation d'Akkermansia muciniphylla dans les selles associées à un microbiote riche qui était associée, vous voyez, à une diminution ici de la graisse androïde ou viscérale, une diminution du glucose ou des triglycérides. Donc l'écosystème probablement est important. Et puis, Akkermansia muciniphylla, elle n'est pas toute seule, il y en a bien d'autres qui sont en train d'être recherchées, étudiées dans les modèles animaux. Et puis également, bien sûr, ensuite, il faut passer à la clinique et faire la démonstration que ces bactéries peuvent être réellement des probiotiques et des probiotiques efficaces. Donc c'est un monde en devenir. Mais il n'y a pas que les bactéries, c'est vraiment la barrière intestinale qu'il faut préserver, puisque en fait, quand on regarde comme ça l'intestin, oui, on se dit, certes, il y a des bactéries, et puis en fait, elles fabriquent des choses, puis il y a le mucus, et puis il y a la barrière de l'intestin, et il y a aussi de l'inflammation ici. Donc vraiment, c'est cette relation entre les bactéries et puis finalement l'humain, l'hôte, ses réponses immunitaires, par exemple, qu'il faut préserver. Et surtout, ce dialogue entre nos bactéries, enfin les bactéries et nous, il est dans les deux sens. Il est vraiment bidirectionnel. Alors,
effectivement, c'est toute une machinerie. Alors, on peut se dire, comment ça va? Je vous ai parlé, finalement, je vous ai dit, ouais, mais le microbiote, il a l'interface avec les organes, donc le muscle, le tissu adipeux, le foie. Et puis, à la surface des bactéries, par exemple, il y a des petites molécules ici qui s'appellent des lipopolysaccharides, dont il a été montré qu'elles pouvaient passer dans le sang et puis aller altérer, par exemple, nos organes et contribuer à l'inflammation. Donc ça, c'est également un point important. Ce sont des découvertes importantes, tout ça. Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que ces bactéries, c'est vraiment des petites usines qui vont fabriquer des tas de molécules. Alors n'ayez pas peur. Je sais que c'est une conférence grand public. Mais en fait, vous pouvez suivre les boîtes ou le guide et suivre ces boîtes comme ça. Et voyez, on voit les organes ici et on voit des couleurs. Et en fait, je ne vais pas bien sûr détailler tout ça, mais ce que cette image vous dit, c'est que toutes ces petites molécules vont avoir un impact sur nos organes. La façon dont ils vont utiliser le glucose, par exemple. La façon dont ils vont stocker les graisses. La façon dont, par exemple, de la fibrose peut s'installer dans le rein. Et ça fait l'objet des découvertes, en fait, qui ont été faites ces 15 dernières années. Alors un exemple, là aussi, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Akkermansia mucinifila et les bactéries vedettes, il y a des métabolites vedettes. Alors celui-là, il s'appelle TMAO, triméthylaminoxide. Alors quand vous mangez, voyez, c'est dommage, on voit mon image ici, mais vous imaginez ce que c'est derrière. En fait, quand vous avez, effectivement, vous allez manger de la choline dans des aliments plutôt riches en graisse et puis également en viande, mais d'ailleurs aussi en poisson, hein, d'ailleurs. Mais bref, quand vous mangez de la choline, en fait, les bactéries vont utiliser ce nutriment et vont fabriquer un gaz qui s'appelle le TMA. Et en fait, ce gaz va aller au foie. Et le foie va fabriquer ce fameux TMAO. Et ce qui a été montré, c'est qu'il pouvait être associé donc, effectivement au risque cardiovasculaire, au risque d'insuffisance rénale. Donc il y a beaucoup également de travaux dans ce domaine. Alors je voulais revenir sur une chose qui est ce que je vous ai dit sur ce dialogue, en fait, la direction de ce dialogue entre nous en tant qu'hôtes et les bactéries. Et moi j'aime bien appeler ça le ménage à trois, ou à plusieurs. Et donc, vous avez globalement l'environnement, le microbiote, et puis nous, avec nos différents phénotypes. Et en fait, par exemple, ici, on voit l'alimentation qui va influencer en fait les bactéries et qui va, et par le microbiote, peut-être, va influencer aussi notre biologie. Et puis, directement, l'alimentation sur notre biologie. Donc, en fait, on a envie de savoir en disant... oui, on vous entendait peut-être parler beaucoup du régime méditerranéen. Si je mange méditerranéen, je vais améliorer ma santé métabolique. Mais finalement, quelle est la part du changement des microbes qui vont aussi, par le régime méditerranéen, influencer notre biologie? Et en fait, c'est ça qu'on cherche à comprendre aujourd'hui. Alors, un exemple, vous voyez, dans ce projet ici qui s'appelle Pineapple, on cherche à étudier la réponse immunitaire et inflammatoire. Vous vous rappelez, pendant le Covid, on a beaucoup parlé des personnes en situation d'obésité et de leur risque, en particulier de décès ou d'aller en réanimation avec le Covid. Il est possible que le microbiote joue un rôle. Et ce qui est connu, en fait, chez les personnes en situation d'obésité, c'est que la réponse immunitaire est affaiblie. Et bien, en fait, on essaie de comprendre cette relation entre notre environnement, l'alimentation, le microbiote et la réponse immunitaire par un projet ici, par exemple, qui est soutenu par la BPI. Alors, j'ai emprunté donc cette figure à un chercheur vraiment célèbre dans le domaine du microbiote, qui est Joël Doré. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est vraiment ce cercle vicieux entre, finalement, un équilibre entre un microbiote riche, la biologie, et puis nous, qui est en symbiose. Puis à un moment donné, il y a une transition. Il va y avoir des altérations. Et tout ça va entraîner un autre équilibre, probablement aussi lié à l'inflammation, qui pourrait jouer un rôle dans cette chronicisation de la pathologie dont on a parlé. Alors, est-ce qu'on peut manipuler le microbiote pour améliorer notre santé? Alors, pareil, vous avez dû entendre parler du transfert fécal. Bon, retenez que ça, c'est bien pour la recherche, mais aujourd'hui, il y a une seule indication qui sont des infections sévères à un germe qui s'appelle Clostridium difficile. Je pense qu'on est dans le domaine de l'obésité, on a des difficultés à imaginer qu'en pratique, ça puisse marcher, et puis les premières données ne sont pas tellement en faveur de ça. Mais par contre, je vous ai parlé beaucoup de l'alimentation et du mode de vie, et puis ces fameux pré-, pro-, post-biotiques. Et là, on est au début d'un ère.
d'un ERE. Et donc, les prébiotiques sont finalement des aliments pour les bactéries. Les probiotiques sont des bactéries vivantes. Je vous ai parlé d'Akkermansia mucinifila. Et les postbiotiques peuvent être, par exemple, des métabolites ou des composants des parois bactériennes, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'attentes, en fait, dans ce domaine, mais prudence. La recherche, finalement, c'est un domaine relativement jeune et la recherche est en cours. Et puis, je vais vous montrer un exemple également de chirurgie de l'obésité. Alors évidemment, l'importance de mode de vie, cette diapositive est en anglais, mais là, vous voyez tout de suite les choses ici. Donc globalement, le mode alimentaire va agir sur le changement de la composition des bactéries, changement de ces petits métabolismes et donner du risque, notamment dans le domaine cardiométabolique. Alors on peut parler également de la perte de poids. Ce qu'on sait, et ça on l'a appris avec le temps, c'est qu'une perte de poids, même modeste, 5-10% du poids, va améliorer de façon importante en fait les risques métaboliques, les lipides, la sensibilité à l'insuline, les risques de thrombose ou encore d'inflammation. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, lorsque on induit une perte de poids ici, relativement modeste chez des personnes en situation d'obésité, en fait c'est ce qu'on voit ici, des personnes qui avaient un microbiote appauvri, vont augmenter en fait leur richesse bactérienne. Mais vous voyez, c'est pas suffisant. On voit la barre noire ici, c'est pas suffisant pour atteindre la richesse de ceux qui avaient un microbiote riche au départ. Alors ce régime, il avait quelque chose de particulier, c'était qu'il était riche en fibres et donc en aliments qui peuvent nourrir les bactéries. Alors la chirurgie de l'obésité, elle est réservée à des personnes en obésité sévère, souvent avec des complications. Alors effectivement, dans le temps, on peut suivre ces personnes et on s'aperçoit que la richesse également bactérienne va être améliorée dans le temps. Et puis on peut regarder les relations entre ces bactéries et l'amélioration clinique des personnes et on voit des liens. Mais ce sont des liens, encore une fois, il faut ensuite essayer d'expliquer ces liens. Alors pour terminer, finalement, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la biologie, on a dit c'est une maladie chronique, biologie d'organes. Tout ça, on touche du doigt, du coup, la complexité d'une maladie chronique tellement dépendante de nos changements environnementaux. Et en fait, dans notre jargon, on dit il faut une approche holistique, c'est-à-dire globale, où justement, on essaie de regarder la personne dans son environnement avec ses pathologies. La question qui se pose, c'est demain, est-ce qu'il faudra considérer le microbiote? On est un peu tôt aujourd'hui, puisque c'est une discipline jeune. Je vous ai parlé d'intervention et je vous ai dit que finalement, c'était susceptible également de modifier le microbiote. Mais la question, c'est vraiment quelle part de ces changements du microbiote joue un rôle dans nos améliorations cliniques. Alors, et puis, vers quoi on va? Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, par exemple. Toutes ces données qui sont produites, on parle de milliards de bactéries et d'énormément de gènes. Et donc, forcément, on peut arriver à profiler de façon de plus en plus précise comme ça les personnes. Et donc, il y a un domaine qui est ce qu'on appelle la nutrition de précision. On va utiliser ces outils. Et en fait, c'est la façon dont les individus vont réagir différemment en fait, aux aliments et aux nutriments. Et le microbiote peut jouer un rôle là-dedans. Alors là, de la même façon, il y a des études très célèbres réalisées en Israël ici, où plus de 800 personnes ont été explorées de façon très détaillée, à la fois sur les bactéries, mais aussi les métabolites. Et ce qui est montré, c'est que si on regarde votre réponse en glucose après un repas, dans cette salle, elle va être très variable d'une personne à l'autre. Et ce qu'ont montré ces chercheurs, c'est que ça dépend également de votre équipement en bactéries. Alors évidemment, on peut remonter ensuite et en vous donnant des conseils plus précis par rapport à l'alimentation. Là aussi, il y a beaucoup de recherches en cours dans ce domaine. Alors je voudrais finir par finalement quelques mots de conclusion. On a parlé de diversité bactérienne, on a parlé de fonction, et puis on a parlé beaucoup de cette baisse, cette perte de biodiversité, cette perte de diversité des écosystèmes bactériens. Mais finalement, ça c'est le petit, mais on parle beaucoup aussi de cette perte de diversité. Par exemple, de certaines espèces en fait dans le monde. Et en fait, ce qu'on est en train de voir sont des changements finalement globaux, et les bactéries ne sont aujourd'hui pas épargnées en fait par ces changements.
Et donc ça amène à, ça c'est la deuxième plaque compliquée de la présentation, c'est que nous sommes ici, nous sommes partis d'un monde dans lequel eh bien, il y a les sols, il y a l'environnement, il y a les océans. Et ce dont je vous ai parlé pour les changements bactériens, ces modifications se voient aussi par exemple dans les sols. Les questions qu'on peut se poser, c'est l'épuisement des sols par exemple avec les polluants. Ça peut modifier également les bactéries. Et en quoi ça peut retentir sur notre santé. Et on doit avoir des actions de façon globale, on appelle ça Global Health, qui sont extrêmement importantes pour la santé humaine. Il faut pouvoir restaurer les équilibres. Voilà, je vais m'arrêter là en remerciant, alors je ne vais pas remercier tout le monde, il y a beaucoup de gens et tout le monde n'est pas sur cette diapositive, mais les équipes qui travaillent dans le domaine, des collaborateurs sur le long terme, et en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup Karine. Donc la conclusion finale, c'est restaurer les équilibres et manger des fibres, non? Oui. Ça en fait partie. On peut dire ça. Donc je crois qu'on a à peu près 15 minutes pour des questions. Il y a forcément des questions. Allô, on m'entend? On a beaucoup entendu parler de différences de régime, de différences de microbiote. Moi, ce que je vois, c'est que on ne se ressemble pas, vous et moi, encore plus selon les pays. Est-ce que du coup, finalement, le régime crétois, il correspondrait mieux aux Européens, mais il ne correspondrait pas forcément à des populations indiennes? Est-ce qu'il y a des recherches en ce sens? Je vais y arriver. Voilà, c'est tout. Oui, en fait, bien sûr, c'est pour ça que j'ai montré ces photos. Vraiment, je vous recommande d'aller sur le site de Greg Segal, qui sont assez formidables en fait pour voir les changements, les cultures, la façon dont on mange. Forcément, il y a des modifications dans les compositions. Après, il y a beaucoup de travaux de comparaison, par exemple, aussi sur les fonctions. Mais ensuite, dans les recommandations, c'est peut-être compliqué de dire à un Suédois de manger méditerranéen ou un Norvégien, parce que l'accès déjà aux fruits et légumes, c'est compliqué il suffit de se balader en Suède pour voir ça. Donc oui, bien sûr, ça doit être adapté forcément au mode de vie des personnes. Après, dans certains pays aussi qui ont perdu leur mode de vie ancestral, il y a des histoires extrêmement intéressantes, par exemple chez les Indiens Pima. Vous regardez les Indiens Pima aux États-Unis, ils ont été sédentarisés, les rivières ont été asséchées. 80% de la population des Indiens Pima sont en situation d'obésité. Mais vous allez dans les Sierra Madre de Mexique, c'est la même origine, ce sont des Indiens Pima également. Jusque-là, ils vivaient encore selon un mode traditionnel. Ils n'avaient pas ce niveau d'obésité, en fait. Et donc ce sont des changements aussi des personnes qui ont un mode de vie traditionnel et qui vont être soumises à l'industrialisation. Ça aussi, c'est complexe. Autre point, c'est pas que l'alimentation. Finalement, ces changements globaux qu'on voit apparaître aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, bien sûr, influencent notre santé. C'est pas un scoop. Il y a des exemples positifs. En Carélie du Nord, en Finlande, dans les années 60, oui. Mortalité cardiovasculaire la plus élevée au monde. C'était une catastrophe, mortalité dans la quarantaine de maladies cardiovasculaires chez les hommes, notamment fumeurs. Et il y a eu des changements de prise de conscience et des changements de mode de vie globaux, tabac, alimentation, et qui ont abouti à une amélioration, une diminution considérable du risque, une normalisation du risque, alors qu'ils étaient recordman du monde. Oui, et grâce au vélo en particulier, parce qu'il y a eu une mise... le vélo qui s'est popularisé, même dans un pays froid. J'avais une question sur la présentation. À un moment, vous montrez que les souris qui avaient un microbiote très, très pauvre ne grossissaient pas. Et puis après, on voit dans les exemples humains qu'au contraire, quand ils ont un microbiote riche, c'est plutôt protecteur contre l'obésité. Alors, j'ai pas dit ça. Non, ouais, j'ai pas dit ça. En fait, des souris sans germes donc, sont des modèles.
Effectivement, ce qui est très étonnant, c'est que c'est des animaux un peu particuliers parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de microbiote aussi, votre système immunitaire, il est pas top, quoi. Mais globalement, effectivement, c'est des animaux qu'on a du mal à faire grossir sans le microbiote. En revanche, ce qui est complexe là, dans l'exemple que j'ai montré, c'est que y a des gens qui ont un microbiote riche ou pauvre, et là, dans ces études-là, c'était à poids égal. Et donc, mais par contre, ceux qui ont un microbiote appauvri dans ce cas-là, c'est pas la même chose que pas avoir de germes du tout. C'est que en fait, c'est pas seulement une perte de richesse et de diversité, c'est aussi une perte des équilibres, des balances entre des bactéries qui sont plutôt dites composantes pro-inflammatoires par rapport, par exemple, à des anti-inflammatoires. C'est un peu plus complexe que ça, mais globalement pour schématiser. Donc, vous voyez, c'est pas seulement la perte de diversité de la richesse, mais aussi des équilibres et du coup des fonctions. Non, mais alors là, c'est pas possible parce que c'est un chercheur très connu dans le domaine du microbiote. Là, voilà, et qui s'intéresse maintenant aux 1000 premiers jours de la vie. En fait, tu nous as parlé que du microbiote intestinal. Oui. Et de plus en plus, on voit des travaux, et on est dans une faculté d'odontologie, donc des travaux autour du microbiote oral et de la santé orale. Oui. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que alors il y a plusieurs éléments. Alors oui, il y a des données sur la santé buccale et en particulier le diabète, les risques de maladies chroniques. Il y a différentes, comme tu le sais, il y a différents types de travaux sur les bactéries de la bouche. Alors, il faut discerner ce qui est, par exemple, quand on a de la plaque dentaire, c'est pas la même chose que l'écosystème global, mais là, il y a énormément de choses à faire dans ce domaine, c'est certain. Et d'ailleurs, dans des situations, tu le sais aussi bien que moi, il y a beaucoup de travaux aussi sur ces bactéries de la bouche qui pourraient passer en fait dans l'intestin. Et là, aujourd'hui, les outils moléculaires qu'on a permettent d'étudier ça. Oui. Quand tu as mentionné la médecine personnalisée et que tu as fait une blague sur un prélèvement de sel que nous n'allons pas faire, est-ce qu'on peut envisager un futur où effectivement on fait un diagnostic personnalisé du microbiote pour agir avec les pré, pro, postbiotiques ? Demain, peut-être. C'est-à-dire la difficulté, c'est que dans ce domaine, là je donne mon avis, mais on a un peu mis la charrue avant les bœufs. Je pense qu'il faut être prudent, effectivement, parce qu'il y a encore des enjeux techniques pour donner un diagnostic. Je pense qu'un diagnostic qui serait séparé du contexte de la personne, faut se méfier, quoi. Donc, en revanche, ce qu'on voit arriver, c'est des outils intégratifs où finalement le microbiote est un élément en fait à la fois de données sur l'histoire de la personne, comme je l'ai mentionné, sur éventuellement peut-être son niveau d'inflammation, et donc peut-être intégré en fait avec une compréhension holistique. Et en fait, les outils demain, enfin même aujourd'hui, on y est presque, hein, mais vont apporter ça. La question, en fait, en tant que clinicien, tu sais bien, le point, c'est que si on fait un diagnostic, en quoi ça se transforme dans notre prise en charge. Et en fait, c'est tout ça qu'on doit déterminer. Et donc, encore une fois, on est au début d'un processus. Pour faire le séquençage du microbiote, vous utilisez la technique shotgun. Vous êtes où, monsieur ? Je suis là. À droite. Ah, pardon, oui. Pour le séquençage du microbiote, vous utilisez la technique shotgun ? Alors, nous, oui, mais ça dépend des travaux. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que quand même ces techniques-là sont recommandées pour aller dans le détail sur le séquençage des gènes, oui. Mais aussi, c'est pareil, il faut que ça se démocratise. Hein. Jusqu'à maintenant, il y avait un coût qui était assez rédhibitoire, mais ça baisse à grande vitesse. Donc, un peu comme le génome... séquençage du génome humain, hein. Il y a quelques années, c'était extrêmement coûteux. Maintenant, on fait séquençage du génome humain pour presque rien. Je voudrais savoir si c'est dans l'air du temps, le kéfir fait maison a une incidence sur le microbiote. Donc, madame, chaque fois que vous modifiez votre alimentation, vous allez changer en fait le microbiote. Donc, il y a beaucoup de travaux sur la fermentation. Donc, vous évoquez le kéfir. Donc, la réponse est oui, vous allez modifier. La question, c'est est-ce que ça modifie en profondeur, en particulier des grandes fonctions
qui vont vous rendre service. Et pour faire ça, en fait, pour répondre à cette question, en fait, il faut des études scientifiques bien conduites avec des études cliniques dans les règles de l'art. Et c'est la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on manque en fait de ces études pour, c'est le niveau de preuve en fait. Donc, il y avait une question là, monsieur. Donc on a commencé les questions par un peu le microbiote dans l'espace. Là, comme il y a une diapo là-dessus, je peux pas m'empêcher. Il y en a des bactéries dans l'espace. Oui, enfin dans l'espace géographique. Non, je vais être plus précis. Et là, bon, il y avait une diapo sur le microbiote dans le temps. Et c'est vrai que j'avais jamais vu sous cet angle, c'est-à-dire les passages de chasseurs-cueilleurs au néolithique, où souvent on s'intéresse aux changements génétiques, changement de population, au niveau de santé. Donc il y a eu aussi un grand changement de microbiote. Et alors c'est basé sur des hypothèses, des mesures des squelettes, etc. Et une éventuelle diminution de l'état de bonne santé. Est-ce que ça peut être lié? Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que ça intéresse? L'enjeu, oui, c'est la diminution des équilibres. Alors là, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, il y a quelque chose qui est beaucoup discuté aussi quand on présente ces données, c'est l'hyperhygiénisme. Donc on a été dans une période au début du siècle dernier, un risque infectieux, on avait avant les antibiotiques, etc. Donc en fait on mourait de maladies infectieuses. On a basculé à un moment donné vers cet hyperhygiénisme. C'est pour ça que j'aime bien la photo avec l'enfant là qui met des trucs dans sa bouche, et donc qui est mise en cause également dans pas mal de maladies chroniques qui se développent. Donc effectivement, il y a eu des périodes, il y a un collègue qui s'appelle Martin Blazer, très célèbre sur l'utilisation des antibiotiques à répéter, qui peut modifier profondément en fait, le microbiote intestinal et avoir des conséquences sur le plus long terme. Donc oui, toutes ces transitions qu'on vit, elles sont essentielles. Et là, actuellement, on vit des transitions qui sont la transition écologique, les changements de température, les polluants auxquels on a été soumis, tout ça a modifié notre environnement. La question qu'on peut se poser, c'est l'épuisement des sols, la santé des sols, en quoi aujourd'hui ça impacte ce qu'on mange, et ça l'impacte certainement, et notre santé, et en passant par des changements microbiens. Alors, vous faisiez mention finalement, là, une discussion sur des aspects immunitaires et le risque de développer des pathologies inflammatoires. Donc il y a cette composante inflammatoire de l'obésité. On a fait un lien entre le microbiote et cette composante inflammatoire de l'obésité? Alors, dans des données, il y a plusieurs niveaux de données. Dans les données d'association, donc niveau large, c'est un peu ce que j'ai montré tout à l'heure, il y a certaines compositions microbiennes qui sont associées à de l'inflammation bas grade, mais aussi par exemple de l'inflammation dans le tissu adipeux. Donc ça, c'est des données qui ont été montrées, publiées. Il y a des relations entre le microbiote et la biologie de la graisse, mais aussi sur l'inflammation. Et il y a un autre point qui est, à mon avis, très intéressant, c'est notre potentiel de réponse immunitaire. Et notamment la façon dont notre immunité peut être bloquée, peut être défectueuse en réponse à une agression et à une infection. Et en fait, ça, c'est des données très, très récentes en situation d'obésité. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des sortes de feux rouges sur nos cellules immunitaires qui s'appellent des immune checkpoints. Et en fait, dans l'obésité, en fait, ces feux rouges sont allumés. Et donc les gens qui travaillent dans le domaine du cancer font cette relation en fait, entre, d'ailleurs, alimentation, microbiote et ces fameux immune checkpoints, ces fameux feux rouges qui sont susceptibles d'altérer nos capacités de réponse immunitaire. Donc ça, c'est tout un pan de recherche extrêmement intéressant, je trouve. Alors on a compris la complexité du microbiote, mais finalement on a l'impression que les outils de séquençage notamment permettent de bien le caractériser, de le comprendre. Mais est-ce qu'il reste des zones d'ombre? On peut faire l'analogie avec le génome, hein. On a les gènes qui codent pour les protéines, et puis c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a toutes les zones non codantes. Qu'est-ce qui reste caché finalement dans ce microbiote et dans sa complexité? Alors, donc, plusieurs éléments de réponse, et puis après il faudrait poser la question aux microbiologistes, mais globalement, effectivement, quand on fait ce séquençage, donc par exemple des bactéries, il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux d'annotation des bactéries, il y a des choses qu'on identifie qui ne sont pas annotées. Il y a énormément de choses aujourd'hui sur les virus.
également associés aux bactéries, qui ne sont pas forcément des virus. Ça fait partie aussi des virus des champignons. Donc ces zones d'ombre, c'est vraiment les dialogues en fait entre tous ces systèmes en fait qu'il faut essayer de comprendre. Et puis bien sûr toutes les régulations, les changements de séquences, du polymorphisme bactérien lui-même, comme nous le polymorphisme humain. Et c'est ce qui fait cette complexité, parce que vous avez, les microbiologistes savent ça mieux que moi. Vous avez une espèce bactérienne, il faut aller vraiment dans le détail, hein, et pour connaître effectivement son génome et ce qu'elle fait en fait cette petite bactérie. Bien, merci beaucoup. Je pense que la conférence touche à sa fin. Merci beaucoup, professeur Karine Clément. Merci à tous et à toutes d'être venus si nombreux et nombreuses. On vous dit à très bientôt. Suivez nos actualités de la Féro et de l'Institut du Thorax. Bonne soirée. Merci.